avez choisi Walf TV pour vous informer et vous faites bien. C'est parti pour la grande édition du soir. Au sommaire de ce journal, le lancement de l'opération Zéro Déchet ce samedi. Les habitants de Malika sur leur garde. Ils menacent de brûler tout camion qui traverse leur commune avec des ordures. Ces populations refusent que leur localité serve de poubelle à Dakar. Renouvellement des permis de conduire, c'est le grand rush au 6S malgré la prorogation du délai initialement fixé. Les conducteurs dénoncent des pertes de temps énormes et fustigent les lenteurs de la procédure. Et puis les malfaiteurs continuent de dicter leurs lois dans la commune de Ndindi. À bord d'un véhicule, ils ont attaqué un magasin dans la soirée de ce jeudi. Malgré plusieurs millions ont été emportés. Les détails à suivre dans ce journal qui démarre juste après ceci. Bonsoir et merci pour la fidélité à Walf TV. Je vous le disais au sommaire de ce journal, le président Macky Sall lance samedi l'opération Zéro Déchet pour débarrasser les villes des ordures. Mais à Malika, les populations se braquent. Elles refusent que leur localité serve de poubelle à Dakar. Elles menacent de mettre le feu sur tout camion qui traverse leur commune avec des ordures. Écoutons à ce propos Rahman Li au micro de Théodore Semedo. Est-ce que le président le sait? Est-ce que le président réellement, quand il dit ordre, le Sénégal doit faire comme Rwanda, c'est bien beau, nous tous on rêve de cela, mais comment, avec cette descente qui amène beaucoup de dégâts au Sénégal, l'insécurité, on en parle, les agressions, on en voit tous les jours, tous les matins, les jeunes nous agressent, même 18 heures, n'osent même pas passer de Malik à Kermassar, parce qu'il y a des agressions. On n'en parle pas, la santé qui nous tue, les maladies pulmonaires, on n'en parle même pas. Le président, franchement, quand il nous parle, il dit que c'est un Sénégalais. Nous, on dit que nous, on n'est pas les Sénégalais à part entière, parce que le président, son discours du 31 décembre, ça nous a complètement mis aux oubliettes, parce qu'on n'est pas des Sénégalais à part entière, on est de la banlieue. Mais quand il s'agit d'élections, le président, ils vont venir tous à la banlieue. C'est pas comme ça se passe. On est des Sénégalais comme lui, comme je disais, comme Mme Faye Sall, comme Amadou Sall, comme ces super ministres-là. On est debout, tous comme un seul homme. On n'acceptera pas de camions d'ordures qui vendent ici à Mbobos. Parce qu'on est debout et déterminé à la base. C'est pas nous qui sommes là, c'est pas nous qui sommes là qui sommes cette plateforme. C'est toute une population de Yombo jusqu'à Kermassar et Malika. On est déterminé. On ne laissera aucun camion d'ICS ou je ne sais pas quoi. Ils ne vont même pas rentrer ici jusqu'à mettre les ordres ici. Et puis, prorogation d'un mois du délai initialement fixé pour le renouvellement des permis de conduire. Au 6S, c'est toujours le grand rush. Et les conducteurs fustigent les lenteurs de la procédure. Ils regrettent des pertes de temps énormes. Quelques réactions dans ce vox pop réalisé par Mahmoud Diaby Gassama. Mon permis sénégalais était permis depuis quelques mois. Puisque je suis venu en vacances pour peut-être 1 ou 2 semaines, j'en ai profité pour renouveler mon passeport sénégalais, plutôt mon permis de conduire. C'est ce qui m'a motivé à venir ici à la foire aujourd'hui. J'étais un peu inquiet au début parce qu'il y avait assez de monde le matin. Mais pour être honnête, je ne pensais pas qu'à cette heure-ci, j'en aurais fini avec le processus. Depuis 7h20, 7h30 au plus tard, j'étais déjà ici. Bon, actuellement, il est 11h30. Donc, sincèrement, pour être honnête, je pense que j'allais passer toute la journée ici. C'est une bonne initiative au départ. Mais bon, c'est quand même très fatigant. Ça a vraiment été très fatigant pour moi en fait. Moi, je n'ai pas vraiment connu la même situation que les autres. Peut-être que j'ai été chanceuse, mais j'en ai souffert parce qu'en fait, on se réveille tôt le matin, on doit aller travailler, on demande une permission le matin, peut-être pour plus tard finir à 12h. Au constat, on voit qu'il y a une affluence terrible. Qu'est-ce qui a pu expliquer cette affluence? Les raisons sont diverses et multiples. Beaucoup de personnes, beaucoup de gens qui sont là pour renouveler le permis. C'est des travailleurs, c'est des journaliers, c'est tout le monde, c'est toutes les catégories socio-professionnelles qui sont là aujourd'hui pendant toute une journée, qui ont laissé le travail. Alors vous constatez justement les pertes économiques et financières qui peuvent résulter, n'est-ce pas, d'un tel dispositif. Oui, je dirais, moi, ça fait au moins 2 semaines que je cours, ne serait-ce que pour avoir un rendez-vous. C'est impossible. Vous pensez, moi, je peux rester pendant 4 heures de temps, 5 heures de temps, attendre un numéro pour que le lendemain je revienne? Non.
Je ne peux pas le faire. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de perdre une journée uniquement pour avoir un numéro de dépôt. Et c'est ce qui n'est pas normal. C'était simple pour moi, le dispositif devait être beaucoup plus décentralisé. Et avec tout le dispositif technique et opérationnel, certainement aujourd'hui, on n'aurait pas pu assister à une telle affluence. Ce que j'ai dit au préalable, cela va causer des pertes économiques et financières. Privatisation des visites techniques par l'État du Sénégal. Des centres de contrôle technique seront créés et gérés par des opérateurs privés. Une mesure que salue le secrétaire général du syndicat de transport routier, Gora Khouma, invite toutefois les autorités à faire confiance à l'entreprise locale. Gora Khouma est interrogé par Djibril Nia. Donc, elle est simple parce que nous, ce que nous cherchons, c'est pas parce que pour le pouvoir public, c'est-à-dire que le privé ou bien le pouvoir gère le centre. C'est plus important pour nous, c'est l'efficacité et la rapidité. Si maintenant, les visites, il y aura moins d'embouteillages comme ce qui se passe maintenant, ça aide non seulement que nous faisons du transport de marché comme du transport de personnes, c'est le temps. Nous ne voulons pas perdre le temps. Si le privé gère et que nous gérons, on ne perdra plus maintenant le temps, c'est bon, mais surtout l'efficacité. L'efficacité est plus importante que tout. Donc, ça, notre point de vue de cela, c'est aussi donner du travail au privé, puisque c'est les Occidentaux, en général, qui gèrent les permis, puisque moi, je vois alors c'est les Occidentaux. Je ne sais pas est-ce que ça va de la mission. Moi, je crois qu'on est ça aux nationaux. Il faut sélectionner, mais vraiment que le travail soit dédié aux nationaux, parce qu'il y a une spécificité ici. Moi, ce qui importe, c'est ce qui m'intéresse, c'est le temps que nous faisons maintenant. Puisque à Mao, à Dakar, c'est la même chose. Nous perdons beaucoup de temps, des rendez-vous par-ci, des rendez-vous par-là. Donc, ce que nous voulons gérer le temps. Le temps doit être géré et l'efficacité. Et ça, nous, ce que nous voulons. Ça n'importe peu. L'essentiel, que le pouvoir le gère ou le privé, diminuer l'efficacité et le temps. Parce que nous perdons beaucoup de temps à l'heure actuelle. Donc, il faut renforcer les centres. Il faut que l'efficacité aussi, on donne du crédit à l'efficacité. Parce que avoir la visite unique, c'est très simple au Sénégal. C'est très facile au Sénégal. Et puis, c'est pas normal. Il faut que le véhicule soit apte pour avoir la visite unique. Quel que soit le nom de la propriétaire, quel que soit son rang social, ce qui doit être fait doit être fait. Il faut que ce véhicule doit être apte pour avoir la visite unique. Mais parce que c'est ma chambre qui appartient à ce véhicule, il faut donner au véhicule de l'argent, ça c'est pas bon. Donc, le gouvernement se bat pour régulariser. Parce que c'est une demande des populations, de transport comme les populations. Donc, l'État écoute ces populations. Nous disons que vraiment, il y a des véhicules qui roulent. C'est le mérite d'avoir la visite unique. Maintenant, l'État est en conscience avec le ministère du Transport pour pouvoir changer les dons, tester l'efficacité. C'est bon, on ne fait qu'applaudir. Levée de suspension des programmes de la CNTV ce samedi à 0h. Dans une lettre adressée au directeur des médias, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel informe de la levée des sanctions contre le groupe de presse. La CNTV pourra donc diffuser à nouveau ses programmes dès ce samedi à partir de 0h. Nouvelle attaque armée dans la commune de Ndindi. Des malfaiteurs à bord d'un véhicule de transport en commun ont attaqué un magasin. Ils sont repartis avec un butin estimé à plusieurs millions de francs CFA. La gendarmerie a ouvert une enquête, nous dit Mamadou Makhtar Sarr. Les attaques armées semblent devenir monnaie courante dans la cité religieuse de Ndindi. Quelques semaines après l'attaque de plusieurs magasins, des malfaiteurs ont encore frappé fort ce jeudi en début de soirée. Ces malfrats à bord d'un véhicule de transport armé de fusils, de coupe-coupe, de haches s'en sont pris au magasin du sieur Damlo. Arrivés sur les lieux, ils ont tenu en respect les vendeurs et les clients qui se trouvaient sur place avant de s'emparer d'une forte somme d'argent. Aussitôt après leur forfait, ils sont disparus dans la nature. La gendarmerie a ouvert une enquête. Signalons que les populations avaient tenu un vaste rassemblement dans ce lieu où l'attaque a eu lieu en présence de Serigne Khadim Fatambake pour dénoncer l'insécurité croissante notée dans la zone. Touba Mbaké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Alassane Diallo et sa famille passent la nuit à la Belle Étoile. Ils ont été expulsés de leur maison par une décision de justice. En colère, les habitants du quartier Tako de Rufisque lancent un SOS. Écoutons à ce propos Mamadou Salehou Diallo au micro de Nazib Sagna. Alassane Diallo avait acheté le terrain et il a construit. C'est un vieux qui s'appelait Pape Mbabakar qui l'avait vendu le terrain, mais ce dernier est décédé. Il n'y a que ces enfants qui sont là, qui sont des petits-enfants qui ne peuvent pas rembourser. L'année dernière seulement, quelqu'un du nom de Mamadou Sek est venu s'opposer contre Alassane Diallo. Il dit que le terrain l'appartient. Donc ils ont été au tribunal et la décision de justice est sortie
pour expulser Alassane Diallo et puis démolir la maison. En ce moment, Alassane Diallo et sa famille, il y a au moins 15 personnes. Ils passent la nuit dehors sous la belle étoile. Vraiment, nous lançons appel à toutes les bonnes volontés du Sénégal, de la sous-région, de l'Europe et de l'Amérique, de venir en aide à Alassane Diallo. Donc nous lançons appel au président Macky Sall d'aider Alassane Diallo à récupérer sa maison avant qu'on ne la démolisse. La maison des éleveurs de la commune de Loro, portée sur les fonds baptismaux, affiliée au Conseil national de la Maison des éleveurs du Sénégal. Cette organisation pastorale a pour objectif de participer au développement du secteur de l'élevage dans cette commune du département de Kébémer. Omar Kéré à Kébémer. C'est à Ngolpel, dans la commune de Loro, que s'est tenue l'Assemblée générale constitutive pour la mise en place de la Maison des éleveurs de la commune de Loro. Participer au développement du secteur en commençant à la base, tel a été l'objectif que s'est assigné le bureau fraîchement élu et dirigé par Abouka. Nous avons aussi comme ambition de construire le siège de la maison des éleveurs de Loro qui va servir de cadre d'échange aux acteurs qui sont dans la commune. Vous êtes sans savoir que les éleveurs éprouvent d'énormes difficultés pour nourrir le bétail pendant la saison sèche. L'herbe devient rare, ce qui fait que certains sont obligés de transhumer. Nous allons ouvrir les démarches afin que la commune de Loro puisse bénéficier des aliments de bétail que le gouvernement distribue pendant la période de soudure. Nous invitons donc les éleveurs de la localité à nous rejoindre dans ce combat. Les membres de cette nouvelle organisation pastorale sont également revenus sur la situation du secteur dans cette contrée. Ils ont constaté plusieurs contraintes liées à la vaccination, l'accès aux fonciers, la formation, entre autres. L'accès aux fonciers constitue un véritable problème et pour remédier à cela, nous voulons que des terres soient affectées exclusivement pour des activités de l'élevage, sans oublier les voies de passage du bétail. Nous manquons de formation. Nous éprouvons également beaucoup de difficultés pour vacciner le bétail. C'est un réel problème que nous rencontrons dans la localité. Nous voulons également des formations pour les jeunes et les femmes sur la transformation des produits laitiers, ce qui va créer beaucoup d'emplois dans la zone. Venu représenter le président du Conseil national de la Maison des éleveurs du Sénégal, Ismaël Sow ignore de rassurer que le bureau national va accompagner la Maison des éleveurs de la commune de Loro et porter ses revendications qui sont au cœur de leurs préoccupations. Omar Kairé Louga, Walfadjiri. La convergence des forces citoyennes de Guinguinéo et le mouvement Bambaor unissent leurs forces pour débarrasser cette ville des ordures et des dépôts sauvages. Les responsables des dites structures en ont profité pour dénoncer ce qu'ils qualifient de mise en quarantaine de cette commune dirigée par l'opposition. Bamba Sissé, porte-parole au micro d'Alassane Ba. Guinguinéo Ville Propre est une initiative rassembler toutes les forces vives de Guinguinéo afin de rendre propre la localité. La formule qu'on avait prise consistait à mettre en compétition toutes les ASC, les associations sportives et culturelles. Voilà, comme vous le savez, les ASC, j'ai l'habitude de dire qu'elles sont des vecteurs de développement, mais à condition qu'on leur permette de jouer véritablement leur rôle dans leur localité. Et cela fait une semaine que chaque jour, 2 ASC devaient assainir leur quartier et qu'ils étaient accompagnés par les fils de Guinguinéo. Et ça a été une première ici à Guinguinéo. Et c'était un véritable désencombrement de la ville. Et c'était une très grande réussite. La ville l'a senti. Voilà, parce qu'à un moment donné, on se sent un peu étouffé avec des ordures un peu partout. Voilà, et aujourd'hui, si vous parcourez les rues de Guinguinéo, vous vous rendez compte que la ville n'est pas ce qu'elle était, cela fait plus d'une semaine. Il y a d'autres initiatives qui sont en vue, dans un avenir très proche d'ailleurs, parce qu'on s'est dit à un moment donné que ce sont des concepts comme ça ou des activités comme ça qui pourront sortir notre localité de la situation où elle est actuellement. Et moi, je
croit au développement participatif, au développement inclusif. Voilà, c'est ce que je suis en train de dérouler et voilà, je pense que la population est en train maintenant d'être consciente. La population est en train aussi de se rendre compte que c'est la seule solution pour sortir notre localité de la situation dans laquelle elle est actuellement. Guinguinéo, comme on le constate, c'est une ville qui a un peu été délaissée ou mise en quarantaine durant ces années, du fait que c'est une ville, on peut dire que c'est une ville opposante. L'APR est minoritaire ici, peut-être c'est pour ces raisons, d'après certains, que la ville a été mise en quarantaine. Voilà, mais nous, étant naturellement de la localité et nous qui vivons ici, nous sommes dans l'obligation de porter le développement et voilà, de réunir toutes les conditions pour sortir la localité de cette situation. Dans la commune de Fanaye, les jeunes veulent en finir avec le chômage. Ils exhortent le président Macky Sall à faire preuve d'équilibre dans la nomination, dans la haute hiérarchie et de l'administration. Pour eux, c'est un moyen de favoriser le développement harmonieux du département de Podor. Doléance soulevée au cours d'un tournoi de football à Djamel Gourel Al-Seni. Écoutons ce propos, Omar Thiam, le parrain de ce tournoi, au micro de Gabriel Barbier. Je voudrais tout d'abord vous exprimer tout le sentiment de joie que j'éprouve aujourd'hui d'avoir été honoré à travers ma modeste personne en me désignant comme parrain de ce tournoi de la jeunesse Djamel Gourel Al-Seni. Il me plaît de rappeler ici que le football est un sport national qui rassemble et qui unit. C'est aussi une activité pédagogique qui permet de véhiculer des valeurs sociales importantes telles que l'esprit d'équipe, la discipline, le respect des autres, le fair play et l'intégration dans l'espace communautaire. Chère jeunesse, avenir de notre peuple, en vous recevant tout à l'heure au siège de Dentel Bamtare, dont moi-même je suis le président, vous m'avez encore réitéré vos doléances qui se résument essentiellement à l'emploi, au chômage et au sous-emploi. C'est encore l'occasion pour nous, en tant qu'acteurs de développement, d'interpeller nos autres autorités, notamment son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, sur la nécessité d'équilibrer les nominations dans les stations de décision au niveau de la haute administration sénégalaise, entre communes du département de Podor. En effet, les braves populations de la commune de Fanaye, notamment ces jeunes et ces fils cadres, ont été de tous les combats avec le président de la République et se sont toujours distingués par leurs résultats satisfaisants, en se plaçant soit au second ou troisième rang des suffrages. J'en veux pour preuve les résultats des élections présidentielles du 24 février dernier, pour lesquelles la commune de Fanaye a occupé la 3e place après respectivement celle de Guédé Village et de Boki Dialoubé, avec plus de 10 602 voix en faveur du président Macky Sall sur 17 710 inscrits, soit 92,37%. Dans la page internationale, nous irons en Guinée pour parler de ces militants du PAGC qui n'arrivent toujours pas à consommer la défaite. Et puis au Soudan, le président gracie 30 détenus, dont des célèbres. Les États-Unis tuent un puissant général iranien, ce qui met en colère l'Iran qui menace de se venger. Le récit est signé Issatine. En Guinée-Bissau, la pilule est encore difficile à avaler au sein du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert de Domingos Simões Pereira. Des responsables du parti s'accusent mutuellement d'être à l'origine de la défaite du candidat du PAIGC. Ils exigent des explications sur la gestion des fonds alloués à la campagne. Pour certains militants très remontés contre leurs dirigeants, il ne fait aucun doute que les moyens financiers et logistiques colossaux dont dispose le parti ont été indûment utilisés. Des responsables se sont remplis les poches puis sont restés dans la capitale alors qu'ils auraient dû aller battre campagne à l'intérieur du pays, disent-ils. D'autres responsables reprochent à Domingos Simões Pereira d'avoir confié la gestion des fonds de campagne à des proches. Des sanctions sont prévues après que toutes les leçons de l'échec aient été tirées au clair. Un congrès extraordinaire anticipé n'est pas à exclure et d'autres dirigeants pourraient même quitter le navire après cette échéance.
Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a signé un décret annonçant le pardon de 30 prisonniers détenus dans diverses prisons du pays. Parmi eux, 2 personnalités très connues dans le pays, l'entrepreneur et philanthrope Kerbino Wol Agok, mais surtout l'économiste et activiste Peter Biar Ajak, ancien employé de la Banque mondiale et économiste. Il était une personnalité très connue. Il réclamait notamment au chef de l'État et à son adversaire, l'opposant Riek Machar, de laisser la place à une génération plus jeune. Il avait été arrêté en juillet 2018 et accusé de terrorisme, sabotage ou encore trahison. Une interpellation jugée politique par les défenseurs des droits de l'homme et une campagne internationale de protestation avait commencé après son arrestation. Le président se montre magnanime une semaine après avoir visité la prison centrale de Djouba et promis pour le nouvel an un pardon à des prisonniers modèles, un geste probablement aussi politique. La transition prolongée de 100 jours vient justement de franchir la barre des 50 jours. Les États-Unis tuent un puissant général iranien. L'Iran et leurs alliés ont promis de venger l'assassinat du général Qassem Soleimani, tué ce vendredi dans une attaque de drone des États-Unis à Bagdad. Une escalade qui fait craindre un conflit ouvert entre les deux pays ennemis. L'Irak dit redouter une guerre dévastatrice sur son sol après le raid inédit qui a tué l'homme clé de l'influence iranienne au Moyen-Orient et son premier lieutenant irakien Abu Mahdi al-Mohandis, numéro 2 du al-Shabi. Ces paramilitaires irakiens majoritairement pro-iraniens, la frappe qui a suscité des réactions dans le monde a été ordonnée par le président Donald Trump. Une attaque mardi du Hashd al-Shabi visant l'ambassade des États-Unis à Bagdad. Les manifestants protestaient après la mort de 25 personnes tuées lors d'un raid mené dimanche par des avions de chasse américains et ils ont été tués à l'aéroport international de Bagdad dans leur véhicule. Les réactions fusent de partout et Vladimir Poutine déclare que l'assassinat du général Qassem Soleimani risque sérieusement d'aggraver la situation au Proche-Orient. Place à présent à la revue de la presse en ligne d'ici et d'ailleurs, et c'est avec Safirou Cissé. Bonsoir. Criminalisation de la pédophilie, Kédougou enregistre sa première victime, révèle Canal 221, qui note et fait remarquer que, alors que les députés n'ont même pas fini de voter une loi sur la criminalisation du viol et la pédophilie, le journal Les Échos signale qu'un élève a été violé par un infirmier à Kédougou. Selon le Canard, FSK, aide infirmier dans une structure sanitaire, a été arrêté pour acte contre nature sur MN, un élève de 15 ans en classe de CM1. Les faits remontent à vendredi dernier. D'après le récit, mes confrères détaillent que l'enfant qui rentrait chez lui a été intercepté par l'aide infirmier qui se retire avec lui dans un endroit discret. Il sort son couteau et le menace de lui trancher la gorge. Il ligote l'enfant, le viole sauvagement. Après son forfait, il relâche l'adolescent et lui demande de garder le silence au risque d'être tué. La famille informée du viol perpétré sur son enfant brandit une plainte et fait part de sa décision irrévocable de saisir la justice. Le mis en cause propose de l'argent aux parents et jure de s'occuper de tous les frais médicaux du gamin mal en point. L'affaire fait grand bruit. Un voisin découvre le deal et alerte la police. Cueilli chez lui, l'aide infirmier dit avoir agi sous l'influence négative de forces invisibles et mystiques. Interpellé sur les rapports des organes de contrôle qui ne sont jamais suivis de sanctions, le président de la République Macky Sall a profité de l'occasion pour défendre Cheikh Oumar Anne et minimise le rapport de l'OFNAC sur la gestion de l'ancien directeur général du COUD. Seulement, le chef de l'État n'a pas tout dit sur les accusations contre l'actuel ministre de l'Enseignement supérieur, confie Netali.com dans son texte intitulé « Rapport de l'OFNAC, ce que Macky Sall n'a pas dit aux Sénégalais ».
Enchaînons avec Sénéweb qui révèle que l'ancien président de la République du Mali, Amadou Toumani Touré, dit ATT, a été entendu en qualité de témoin le 24 mars 2015 à Dakar par la division des investigations criminelles dans le cadre de l'affaire du financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Selon le site qui cite le quotidien Libération, l'audition a eu lieu en présence de 2 juges d'instruction français du tribunal de grande instance de Paris et a duré plusieurs heures. La DIC exécutait ainsi une commission rogatoire de la justice française. Libération qui reparle de cette affaire 4 ans après révèle les dessous de l'audition de l'ex-président malien qui était en exil au Sénégal. Le journal indique qu'ATT a récusé la piste malienne, pays qui fut l'un des terrains de jeu préférés de Kadhafi et bénéficié de sa part entre 2002 et 2011 de 250 milliards de francs CFA. Au Ghana, la prochaine élection présidentielle aura un air de revanche. John Dramani Mahama, sous les couleurs du Congrès national démocratique, et Nana Akufo-Addo, sous l'étiquette du nouveau parti patriote, s'affronteront pour la 3e fois. RFI Afrique, de son côté, rapporte qu'au Soudan du Sud, la télévision d'État a lu ce jeudi soir un décret signé de Salva Kiir annonçant le pardon de 30 prisonniers détenus dans diverses prisons du pays, parmi eux de personnalités très connues dans le pays. C'est cette revue de la presse en ligne de Safiatou Cissé qui met un terme à ce rendez-vous d'information. Merci à vous, amis téléspectateurs, pour la fidélité à Wolf TV. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Bonsoir à toutes et à tous.